Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous accueillir ce matin au nom de la Fondation pour les générations futures. C'est déjà notre dernier webinaire autour des ERA Awards 2021 et on va échanger ce matin autour des travaux qui ont été primés dans le cadre du ERA Award en design soutenable. Le titre de ce webinaire s'affiche à l'écran. Vous le voyez, enjeux complexes, réponses systémiques, regards et projets de designers sur le handicap en prison, les déchets plastiques et l'industrie textile. Pardon. Et il y a un partenaire pour ce prix qui est Wallonie Design, que nous remercions évidemment vivement. Alors, dans tous les travaux autour desquels on va échanger, c'est une approche à 360 degrés qui a été adoptée, approche chère à la Fondation pour les générations futures et qui tient compte de 4 dimensions: sociale, économique, mais aussi environnementale et participative. Alors, avant de se plonger dans ces travaux, quelques petites informations de service, infos pratiques comme on dit. Merci à tous ceux qui n'interviennent pas ce matin de bien laisser leur micro et leur caméra désactivés. Alors, il y a 4 fonctionnalités qui sont assez importantes. Si vous regardez sur le bas de votre écran, vous voyez participants. En cliquant sur cet onglet, vous voyez tous les gens qui sont en ligne ce matin. Juste à côté, vous avez l'onglet Converser. Ça va vous permettre, tout au long du webinaire, de poser vos questions au primé, parce que vous le savez, après chaque présentation, il y a un moment de questions-réponses d'une dizaine de minutes. Donc voilà, c'est via cet onglet qu'on peut le faire. Vous avez également tout à fait à droite l'onglet Réaction. Là, vous avez des petits émoticônes. Donc si pendant une présentation, vous avez envie de mettre un petit pouce en l'air, par exemple, et voilà, n'hésitez pas à le faire. Alors, pour que ce soit clair visuellement, on vous conseille en haut à droite de votre écran de cliquer sur affichage intervenant. Comme ça, vous n'aurez pas toutes les petites vignettes avec tous ceux qui sont en ligne. Voilà, ce sera plus simple. Vous aurez la personne qui parle en grand. C'est toujours plus sympa. Et si vous avez un souci technique, on a pensé à tout. Il y a chaque jour une assistante technique à votre disposition. Vous la reconnaîtrez à son nom, FGF, assistante technique. Et ce matin, c'est Chloé qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et pour lui envoyer un message en privé, vous allez dans Converser, vous choisissez son nom, vous sélectionnez son nom, vous voyez tout le monde s'affiche normalement pour l'instant, voilà, vous sélectionnez son nom, vous lui envoyez un petit message et elle réglera pour vous tous les soucis techniques qui pourraient se poser. Alors, on est ensemble pour 1 heure environ ce matin. Il y a 3 travaux qui vont être présentés. Donc, chaque primé va exposer son travail pendant 3 minutes. Ensuite, on donnera la parole aux promoteurs du mémoire, en tout cas à ceux qui ont pu être parmi nous ce matin, et par la suite à la présidente du jury. Après quoi, il y aura un moment d'échange, de questions-réponses. Donc, si pendant la présentation, il y a déjà des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à déjà les poster. Comme ça, voilà, il y a parfois un petit temps de latence entre le moment où vous posez la question et où elle arrive. Et donc, ça permet d'être plus fluide si vous les posez évidemment directement. Voilà, je pense qu'au niveau pratique, je vous ai tout dit. On va commencer tout de suite avec Corentin Hubin qui a l'honneur d'ouvrir ce séminaire. Bonjour Corentin. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors, tu es le lauréat de cette Terra Award en design soutenable pour ton mémoire de master en arts plastiques, visuels et de l'espace que tu as défendu à l'ESA, l'École supérieure des arts Saint-Luc-Liège, en juin 2020. Et il s'intitule Le handicap en prison, le design et l'architecture dans une démarche d'aide aux détenus handicapés. Et tu as eu comme promoteur Mark Livingstone, qui est professeur de matériaux et de design engineering dans la section design industriel de l'ESA Saint-Luc-Liège. On l'entendra évidemment dans quelques minutes. En attendant, Corentin, c'est à toi. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à tous. Pour introduire mon sujet, je vais vous poser une simple question. Aimeriez-vous être triplement isolé du monde qui vous entoure? Tout d'abord, vous vous retrouvez en prison pour des faits que vous avez commis. Ensuite, le Covid arrive et même votre famille ne peut plus venir vous voir. Et enfin, vous êtes handicapé moteur et vous ne pouvez pas sortir de votre cellule. C'est à cette situation que j'ai essayé d'apporter une piste de solution avec mon mémoire et mon projet Mobi. Vous allez pouvoir suivre le cheminement de ma pensée grâce à la slide qui va être montrée à l'instant. Au début de ce projet, je me suis rendu dans le milieu carcéral à la prison de Marchand-Famenne. C'est là que j'ai rencontré Walter, qui a 57 ans. Je me suis entretenu longuement avec lui et j'ai appris que Walter était atteint d'arthrose au stade 4. Je vais me permettre maintenant de parler en sa personne pendant 1 minute. Vu l'état avancé de ma maladie, je ne sais plus me déplacer de manière autonome. Je suis donc en chaise roulante.
Il m'a fallu 2 ans avant de recevoir une chaise roulante alors que j'en avais fait la demande au directeur. Il paraît qu'elle coûte un peu cher. Pour m'aider à me déplacer dans la prison, je dois compter sur mes codétenus ou sur des agents pénitentiaires. De plus, je suis parfois laissé de côté lors de certaines activités. Je passe donc énormément de temps dans ma cellule individuelle et la chaise roulante avec laquelle je dois me déplacer est en mauvais état. Aujourd'hui, en Belgique, vivre avec un handicap comme le mien signifie encore trop souvent être exclu d'une partie importante de la vie sociale et citoyenne. En prison, mon handicap accroît encore plus l'exclusion et l'isolement, qui sont déjà fort présents. En effet, toutes mes activités sont rendues plus difficiles avec mon problème de mobilité. Les déplacements dans la cellule, l'accès au parloir, la promenade quotidienne, le passage dans les détecteurs de métaux, tout devient compliqué. Après mes 5 années de détention, j'ai pu relever certains constats. Les prisons sont inaccessibles, l'accès aux soins est inapproprié, je fais face à un isolement forcé et subi, j'ai un accès moindre aux activités et aux loisirs, et enfin, ma réinsertion est mal préparée. Je vais maintenant arrêter de parler en tant que Walter et reprendre la parole en tant que porteur de projet. Ces constats me semblaient assez catégoriques et peu nuancés. Le fait de me rendre ensuite dans 3 établissements carcéraux et le fait de discuter avec les détenus, les autorités pénitentiaires et les agents pénitentiaires m'aura permis de mieux comprendre la situation. Ces échanges ont été riches sociologiquement, techniquement et surtout humainement. Ce travail de terrain m'aura permis de donner un sens à mon projet et de tenter d'offrir une réponse systémique aux problématiques que j'ai pu observer. Suite à ces différentes observations, j'ai pu créer et développer le projet Mobi. C'est un fauteuil roulant qui permet aux détenus atteints d'un handicap de se déplacer de manière plus autonome. Sa conception, sans cavité creuse, sans tube et sans pièces métalliques, améliore la sécurité dans l'enceinte de la prison. Mobi peut être utilisé dans d'autres espaces publics tels que les musées, les écoles ou bien même les aéroports, ces endroits où l'avantage d'avoir une chaise légère, durable, sans pièces métalliques et homogène a aussi tout son sens. Son coût peu élevé permet d'offrir une chaise roulante à toute personne ayant des problèmes de mobilité et se trouvant en prison. Elle est aussi facilement réparable et recyclable. Ce fauteuil sera développé lors d'ateliers de formation donnés en prison. Ces ateliers concerneront les nouvelles technologies telles que l'impression 3D et la découpe laser et viseront à la réinsertion professionnelle des détenus dans un métier d'avenir. Avec Mobi, j'ai voulu écouter et impliquer les différents acteurs du milieu carcéral belge. Avec ce travail, je veux rappeler que le design peut aussi participer au soutien des minorités et leur redonner une forme d'espoir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite maintenant à me poser vos questions si vous en avez. Merci, merci beaucoup, Corentin. Les questions vont certainement arriver, donc n'hésitez pas effectivement à les poser déjà dans le fil de la conversation. Mais je vais donner la parole pour commencer au promoteur de ton mémoire, Marc Levenstone, qui est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour Caroline. Alors comment le travail de Corentin a-t-il fait avancer la réflexion ou les pratiques dans son domaine de recherche? Alors, le mémoire de Corentin, en fait, a permis de lancer une réflexion sur le rôle du designer dans la société en règle générale. La vision du rôle de designer industriel, en tout cas dans notre école, à l'ESA Saint-Luc-Liège, est de pouvoir réaliser un objet qui est au service de l'être humain. Et ça a toujours été notre leitmotiv. Ici, nous touchons au design participatif, c'est-à-dire que cela amène les personnes détenues à pouvoir se former sur de nouvelles technologies, comme par exemple la découpe laser, et ce, de manière finalement à fabriquer des chaises roulantes au service d'autres détenus. Alors ça donne une dimension qui est très positive au travail du détenu. Ça améliore également sa réinsertion professionnelle et évidemment, ça permet aux détenus de répondre aussi aux exigences du monde pénitentiaire. Voilà. Merci beaucoup Marc Levenstone. Avant de passer aux questions-réponses, je vais appeler Marie Poc, qui était la présidente du jury en design soutenable. Marie Poc, vous êtes la directrice du CID, le Centre d'innovation et de design au Grand Ornu. Alors, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans le travail de Corentin, qui, je le rappelle, est lauréat dans cette catégorie? Eh bien, le jury a été unanimement impressionné, tout d'abord parce que c'est un travail qui est plein d'empathie et qui s'attache à un groupe cible qui d'habitude passe sous les radars. On parle vraiment d'une minorité, donc des personnes à mobilité réduite en prison. Je vous assure que le design n'a pas tellement l'habitude de se pencher sur ce genre de groupe. Et puis, c'est un vrai travail systémique qui envisage
tout le processus de la conception et de la fabrication de ce projet, donc depuis les besoins du bénéficiaire jusqu'au moindre détail de la fabrication, donc une conception dans un écosystème qui n'est pas facile en prison et qui fait participer les autres détenus. Et puis, cerise sur le gâteau, la chaise a une esthétique qu'on a également beaucoup appréciée. Ce projet aurait pu rester limité à cet écosystème carcéral, mais en fait non, puisque Corentin est allé jusqu'à imaginer d'autres débouchés, notamment dans le cadre d'aéroports où effectivement des chaises roulantes avec des composantes métalliques sont un problème. Et donc, il apporte une solution avec cette chaise également. Merci beaucoup Marie-Poc. On vous retrouvera évidemment un petit peu plus tard. Bon, on a envie d'en savoir un petit peu plus, hein, Corentin, et c'est le moment de… Voilà, on va y arriver avec ce question-réponse. On nous demande si c'est le détenu lui-même qui conçoit son Mobi ou pas forcément. Enfin, on l'entendait, hein, tu disais que c'est fabriqué en prison, mais par qui exactement? Donc, c'est bien fabriqué en prison, mais pas spécialement par la personne concernée qui utilisera la chaise ensuite. Le but étant vraiment d'impliquer tous les détenus de la prison à travers ce projet commun qui est d'aider un codétenu qui peut avoir des problèmes de mobilité. Donc, c'est plutôt ces codétenus qui l'aideront et qui vont créer cette chaise en communauté. Oui, alors quel est le coût de ces chaises roulantes? Tu avais l'air de dire que ce n'était pas très cher et comment est-ce qu'elles peuvent être produites dans un modèle économique qui soit viable? Tout à fait. Donc, en ce qui concerne le coût de la production, si on ne compte pas l'achat des machines qui est assez important, on arrive entre 180 et 200 euros par unité, ce qui est assez abordable compte tenu des prix actuels d'une chaise roulante métallique qui va jusqu'à plus de 1000 euros. Donc, on essaie vraiment de diminuer ces prix en utilisant des matériaux différents et en optimisant aussi les découpes. Et donc, voilà, cette économie, il faudra bien sûr prendre en compte certains subsides de la région, des régions ou ce genre de choses, aussi peut-être une participation des familles. Tout ça a été réfléchi dans le mémoire pour réduire ces coûts et permettre à toute personne en ayant besoin de pouvoir l'utiliser. Mmh. Alors, pour revenir à la question de la mobilité, en quoi est-ce un enjeu clé au sein des prisons? Donc, comme j'ai pu le dire, c'est la mobilité. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour le moment dans les nouvelles prisons telles que Marchand-Famenne ou la future prison de Haren qui est en construction. Cela n'empêche que nous sommes dans une démocratie actuellement où le milieu carcéral est mal connu et aussi il y a certaines prisons qui sont malheureusement en mauvais état. Certaines personnes sont donc forcées à rester dans leur cellule toute la journée et c'est pour justement pallier à ça et à cet isolement forcé que j'ai essayé de créer une question sociétale autour de la mobilité en prison qui est primordiale parce qu'en effet, il y a quand même des contacts sociaux qui sont nécessaires. Il y a quand même des promenades qui sont réalisées tous les jours. Il y a aussi le fait de pouvoir se laver, ce genre de choses. Une fois qu'on est cantonné dans ces cellules, toutes ces activités-là deviennent plus compliquées. Mmh. Est-ce que tu as eu l'occasion de construire un prototype de cette chaise? Alors oui, j'ai pu construire un prototype ergonomique en carton, mais malheureusement, ce mémoire ayant été réalisé en plein premier confinement, les ateliers étaient fermés et je n'ai pas pu me pencher plus sur le prototypage. J'espère pouvoir le faire dans les mois qui viennent. J'ai été occupé sur d'autres projets pour le moment, mais ça viendra et c'est un projet qui me tient à cœur et qui va être poussé plus loin, je l'espère. Mmh. Alors tu disais que ça pouvait être réalisé en prison. Est-ce qu'elles ont déjà une partie justement des machines nécessaires? Parce que tu avais l'air de dire que ça demandait un investissement assez important et est-ce que c'est pas un peu utopique? Enfin, après le coût des machines, tu le connais mieux que nous. Bien sûr, donc je me suis bien sûr renseigné par rapport à ça, au coût des machines. Donc il faut savoir que cette chaise roulante est constituée uniquement de bois et de pièces plastiques pour ce qui est de la composition et de la structure. Le bois est donc découpé au laser. Il existe des machines de découpe laser relativement abordables, entre 10 000 et 15 000 euros, qui sont aussi sur roulette et qui peuvent être donc déplacées assez facilement dans la prison. Et en ce qui concerne les machines d'impression 3D, ça c'est tout à fait abordable et ça ne prend pas énormément de place. Mmh. Alors on te félicite, hein, pour ton projet. Comment vois-tu l'apprentissage avec les prisonniers? Justement, impression 3D, logiciel, assemblage technique. Tout à fait. Mais j'ai eu la chance de me rendre donc dans la prison de Marchand-Famenne, qui est vraiment une prison très en avant et très, très dans l'apprentissage justement des détenus. J'ai appris énormément en allant sur place. Il y avait déjà eu des ateliers de découpe laser justement qui avaient été faits sur place.
C'est là-dessus que j'ai rebondi. Donc, j'aimerais à la fois les former, ces détenus, aux nouvelles technologies pour les amener vers un métier d'avenir, comme on l'a dit, mais aussi avoir toute une formation liée au design participatif, en faisant participer les détenus, en leur apprenant, en pouvant adapter la mesure de la chaise roulante en fonction de la personne qui va l'utiliser, et ce genre de choses. Et aussi leur rappeler tout ce cheminement systémique lié aux objectifs de développement durable, les ODD. Voilà, si on arrive à inclure ça dans une formation, ça serait génial dans ce milieu-là. Oui, c'est ça. Est-ce que tu envisages des Fab Labs au sein des prisons, justement, qui pourraient être ce projet social et comme tu le Ouais, un disais, Fab hein, Lab, pour les ça serait préparer? un Fab Lab qui se déplacerait de structure en structure, qui resterait un petit moment afin de développer le nombre de chaises ou le nombre de projets nécessaires dans la prison et puis qui pourrait aller à un autre endroit dans une autre structure. Oui, ce serait pas mal, hein. Là où en est le projet, est-ce que tu suis ça de près sur le terrain? Quelles sont les perspectives concrètes? Les perspectives concrètes, elles ont été discutées surtout juste après le mémoire, donc il y a déjà plus de 8 mois. J'ai eu la chance d'avoir dans mon jury de mémoire une directrice de prison qui a fortement apprécié le projet, je pense, et avec qui on a pu être en contact. On espère pouvoir amener le projet plus loin, mais comme on le sait tous, la situation actuelle pour nous est déjà compliquée. Donc je vous laisse imaginer en prison. C'est difficile de mettre ce genre de choses en place pour le moment, malheureusement. Mais Mmh. on espère que dans un futur proche, ça sera le cas. Il faut Mais garder nous espoir. aussi. Voilà, en tout cas, bravo Corentin, pour ce beau projet et merci à Marc Levenston, ton promoteur, qui est intervenu ce matin. On va découvrir à présent le travail de Noémie Lemeur. Bonjour Noémie. Tu es bien là, bah, je vais déjà te présenter, hein. Tu as présenté ton mémoire de master en design textile à l'Académie royale des beaux-arts, École supérieure des arts de Bruxelles, en juin 2020 et son titre c'est Le chanvre, histoire et évolution de la fibre au textile, le cas de la filière chanvre en Wallonie. Et tu as eu comme promotrice Alice Finiciu, qui est docteur en architecture et philosophie et professeure à l'Arba ESA de Bruxelles, où elle dirige le master en design urbain. Noémie, on t'écoute pendant 3 minutes et puis on aura le plaisir d'échanger ensemble. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors, moi, je me suis intéressée à la fibre de chanvre durant mon projet de master en design textile à l'Académie des Beaux-Arts. Mon intérêt s'est porté sur cette matière parce que je cherchais à employer une fibre qui soit à la fois naturelle, écologique et locale. Et il se trouve que le chanvre rentrait bien dans ces trois catégories. Il faut savoir que le chanvre est en fait une plante qu'on sait exploiter dans de nombreux secteurs, qui a ce que j'appelle un haut potentiel écologique, puisqu'elle ne nécessite pas ou peu de pesticides ou d'herbicides lorsqu'elle pousse. Elle est également naturellement antifongique et on sait l'exploiter dans un secteur industriel de la racine jusqu'aux feuilles. À savoir, on sait l'employer dans l'alimentaire, on sait l'employer également dans le secteur textile, on sait l'employer pour tout ce qui est la pharmacopée ou encore l'isolation de bâtiments, la construction. Enfin, les domaines d'application sont vraiment, vraiment multiples. Et ce qui m'a intéressée, c'est de voir à quel point en fait, cette plante était aussi peu développée, à quel point on ne la retrouvait pas tant que ça sur un paysage de production textile européen et local, malgré le fait qu'il y ait pas mal d'agriculteurs qui la cultivent. Et c'est à partir de ces questionnements que j'ai décidé de mener une sorte d'enquête et de vraiment remonter toute la filière chanvre textile afin de comprendre quels étaient les différents modes de transformation de cette matière, quelle était la façon dont on pouvait l'exploiter et également comment est-ce que moi j'avais la possibilité de travailler avec. Malheureusement, au début de mon projet, en janvier 2019, il y a eu la faillite de l'usine de défibrage située à Marlois, qui était un petit peu la première étape pour donner une valorisation au chanvre industriel wallon. Et à la suite de cette faillite, le nombre d'hectares cultivés en Wallonie de chanvre a fortement chuté. C'est pourquoi je me suis aussi intéressée à ce cas-ci, dans le sens où j'ai rencontré différents acteurs de la filière et j'ai pu les interroger et mener une forme d'enquête afin de comprendre quels étaient les différents éléments qui avaient amené à
l'arrêt de la production à Marlois et puis la faillite de cette usine. Et pourquoi est-ce que le secteur chanvre actuel textile était si peu exploité. Voilà. Merci, merci beaucoup Noémie. Je précise que tu as été l'invitée de Fabienne Van de Merch dans Les Éclaireurs. C'était samedi dernier, le 24 avril à 13 h. Et la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui ne t'ont pas entendu peuvent réécouter l'émission sur la plateforme Ovio de la RTBF. Et n'hésitez pas, on va retrouver évidemment Noémie dans quelques instants, à déjà poser toutes vos questions dans le fil de la conversation. Alors, ta promotrice n'est pas là ce matin et donc je vais appeler immédiatement Marie Poc, la présidente du jury, à bien vouloir nous rejoindre. Quelle a été la position du jury par rapport à ce travail, Marie ? Alors, on a été encore une fois impressionnés par la qualité du mémoire, d'abord par la rigueur dont Noémie a fait preuve dans ses recherches. C'est à la fois une enquête sur le terrain, ce qu'on a beaucoup apprécié aussi, et à la fois une recherche plus théorique sur le chanvre, sur l'histoire du chanvre, sa culture, mais aussi sur l'échec finalement de son exploitation en Belgique. Je trouve que c'est très courageux d'avoir pu aussi montrer les limites. On a d'ailleurs rencontré pas mal de mémoires comme ça qui exploraient des sujets qui paraissent idéaux et puis qui finalement rencontrent des limites et puis qui finalement ne sont pas possibles à être exploités comme on le souhaiterait. Donc on a trouvé ça très très courageux. Ton travail a mis aussi en lumière la nécessité de changer de paradigme. On a tendance à protéger, à garder pour soi les informations, les secrets industriels, etc. Alors que justement l'avenir de la filière chanvre semble plutôt venir du partage et de la co-création. Merci, merci beaucoup. Et on vous retrouvera, Marie, encore une dernière fois, évidemment, dans quelques minutes après le question-réponse et la présentation de Marie-Lise. Alors, on va passer justement à ces questions-réponses avec toi, Noémie. Tu parlais de faillite de cette fabrique. Est-ce que tu sais pourquoi l'entreprise a fait faillite ? Il y a pas mal de raisons à cela. Et je ne vais pas toutes les énumérer, mais pour être assez concise, je pense qu'en fait, il n'y avait pas assez d'accords commerciaux fiables qui avaient été faits avec des industriels pour racheter la matière qui était transformée à Marlois. Ça, c'est le premier point. Le second point aussi, c'était une question de savoir-faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la délocalisation d'une grande partie de nos machines et de nos systèmes industriels, on a très peu de connaissances, ou alors pas assez, entre guillemets, autour de la manière de transformer cette plante et cette matière. Et de fait, la machine, de ce qui m'a été rapporté par rapport à la machine qui était utilisée à Marlois, celle-ci n'était pas totalement bien calibrée pour recevoir le type de plante qui arrivait sur les lignes de défibrage. Et c'est ce qui a amené à plusieurs problématiques durant son utilisation à plusieurs reprises. Et donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est aussi lié au fait que on ne sache pas, et c'est lié aux deux premiers points, on ne sache pas vraiment donner une valorisation à cette matière, puisque on n'a pas forcément les machines qui suivent derrière, on n'a pas forcément le savoir-faire et on n'a pas forcément les accords commerciaux. Donc tout cet ensemble a amené à cette faillite malheureuse de cette usine de défibrage. Alors, tu parlais de textile, mais est-ce qu'on peut faire des vêtements en chanvre ? Parce que la fibre a l'air un petit peu rêche, nous dit-on. Alors, oui, effectivement, on sait faire des vêtements en chanvre. C'est assez intéressant parce que nous, on a une image d'une fibre assez rêche et c'est réel. C'est quand même une fibre qui est très robuste et donc qui va même abîmer les machines qui la transforment puisqu'elle va les user. Mais de l'autre côté, on a vraiment fait des grandes avancées au niveau de la transformation du chanvre. Je ne parle évidemment pas d'ici en Belgique ou alors de manière plus globale en Europe, bien qu'en Europe de l'Est, il y a quand même un marché chanvrier qui est assez développé, mais essentiellement de la Chine, parce qu'en Chine, c'est vraiment l'endroit où la production chanvrière et l'exploitation du chanvre ne s'est jamais arrêtée, à la différence de nos pays européens et occidentaux. Et de fait, eux, ils ont vraiment réussi à développer une qualité d'un chanvre très fin, aussi fin parfois que du coton, avec une qualité de fil qui est vraiment très douce,
On sait aussi le transformer avec différents types d'enzymes. On sait l'assouplir. Et plus le chanvre va être porté, plus il va se bonifier. Ça fait partie de ces fibres qui vont vraiment gagner en plus-value dans le temps. Donc, c'est une fibre qui est robuste, qui est résistante, mais qui aussi va s'adoucir plus on va l'employer et l'utiliser. Et pour reprendre l'exemple de la Chine, on sait aujourd'hui faire en Chine des jerseys en chanvre, donc c'est du tricot à partir de fil de chanvre, qui est très très fin et d'une très grande qualité. À tester. Alors, pensez-vous que la filière de textile wallonne ait un avenir sans l'usine de défibrage? Oui, oui, je pense qu'elle a un avenir. Je pense que cette usine de défibrage est aussi un moyen d'avoir on va dire, un bon exemple pour justement rebondir et essayer d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, ce serait mentir que de dire que le chanvre s'arrête totalement et l'histoire du chanvre wallon s'arrête aussi. Il y a encore des acteurs qui cherchent à faire perdurer cette filière. Il y a encore des acteurs qui cherchent aussi à valoriser cette matière et à valoriser le chanvre wallon. Et même pour sortir de la Wallonie, il y a aussi des essais, je le sais, qui sont faits en Flandre, autour de cette fibre et autour de la plante de chanvre. Ce qui est important maintenant, c'est vraiment de faire tout un travail de recherche à nouveau, de recommencer un petit peu dès le début et de changer un petit peu la façon dont on a eu de faire les choses. Et aussi, si on veut une valorisation sur le marché en textile, il faut intégrer des gens du secteur textile qui connaissent cette matière, qui savent comment travailler avec ou qui ont aussi des attentes et un cahier des charges. Et ça, c'est très important, c'est qu'en fait, on travaille en collaboration avec tous les acteurs de cette filière pour qu'on puisse espérer un avenir. Alors, quelles sont les autres matières textiles produites ou que l'on pourrait produire en Wallonie ou en Belgique plus généralement? Les 3 fibres naturelles qu'on produit ici, c'est la laine, le lin, parce que la Belgique fait partie des fameuses régions, des fameux pays qui produisent du lin. Et notamment du côté de Courtrai, il y a vraiment encore une grande exploitation. Il y a aussi le musée de la Lys et du lin qui vaut le détour. Petit placement. Et de l'autre côté, il y a aussi laine, lin et chanvre. C'est les 3 fibres naturelles qu'on trouve ici. Alors, est-ce que le chanvre a plus de succès ailleurs qu'en Belgique? Enfin, tu parlais de la Chine, hein, où on fait des pulls. Et si oui, est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Alors, de là à parler de succès, je ne sais, je n'ai pas fait vraiment d'études de marché sur la façon dont le chanvre était consommé de par le monde, c'est-à-dire dans le secteur textile. Je sais juste de sources que le chanvre a quand même un intérêt envers pas mal de consommateurs, qu'il y a pas mal de personnes qui s'y intéressent parce que c'est une ressource qui est vraiment intéressante d'un point de vue écologique, et même dans les capacités que la fibre de chanvre a, puisque c'est une fibre qui est vraiment très résistante et en même temps qui va être à la fois un super bon isolant acoustique et en même temps un isolant thermique. C'est aussi pour ça qu'on l'emploie en tant que fibre technique, en alliage avec des polymères pour des coques de voitures, par exemple, ou alors des composants de coques de bateaux, de scooters. Enfin, vraiment, elle a une valorisation dans l'industrie technique qui est assez folle et on ne s'en rend pas forcément compte. Et de l'autre côté, pour tout ce qui est textile, vêtements et ameublement, là, c'est une ressource qui a quand même un développement sur le marché en Chine et en Europe de l'Est également. Mais en termes de demande, je n'irai pas à dire que malheureusement, ça reste encore une fibre qui reste trop peu méconnue, et parce qu'elle est souvent associée aussi à son cousin cannabis, puisqu'ils viennent de la même variété, et de fait, c'est une fibre qui est quand même assez stéréotypée. Je me rappelle d'articles qui dataient de 2000 sur des vêtements en chanvre, et on disait faire des vêtements avec du chanvre, c'est quand même incroyable, alors que c'est une ressource qu'on a vraiment utilisée pendant une vingtaine de siècles. Donc, il y a quand même une mentalité à changer par rapport à cette plante et par rapport à ce qu'elle est. Mais justement, tu parlais du cannabis. Est-ce que sa production est plus réglementée, vu effectivement qu'on pourrait en faire une autre utilisation avec cette feuille? Effectivement, la production de chanvre est très, très, très réglementée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un cahier des charges à suivre pour produire du chanvre, et en quantité, que ce soit en petite quantité ou en quantité industrielle. Déjà, les types de semences qui sont employées sont des semences qui sont certifiées, qui sont créées en laboratoire de semences. Il y a vraiment une recherche qui s'est faite autour des différentes semences de chanvre ces dernières années. Surtout qu'en fait, en fonction du type de semence et en fonction du type de graines qu'on va avoir, on va avoir une plante qui va avoir certaines
caractéristiques et donc qui va être utilisé dans différentes industries, qui va produire plus ou moins de graines, donc qui va être plus utilisé dans l'alimentaire ou alors dans la cosmétique, qui va produire plus ou moins de tiges. Et ça va vraiment être des paramètres très importants pour ensuite une application industrielle sur le marché. Et après, de l'autre côté, oui, le chanvre est quand même soumis à un arrêté royal des drogues à une échelle européenne. Il est soumis aussi à différentes législations à échelle régionale et à échelle nationale. Et donc, de fait, voilà, c'est une plante qui va avoir beaucoup de barrières, entre guillemets, avant qu'il y ait des changements au niveau de son exploitation. C'est quelque chose de très, très, très régulé, très regardé. Oui, c'est ça. On nous demande vers quel type de production pourrait-on s'orienter avec ce matériau, puisqu'on constate la difficulté de l'exploiter et les coûts de transformation qui sont élevés. Et du coup, il y a une autre question qui est arrivée, voilà, et donc difficilement concurrentielle. Le challenge est donc important. Tu confirmes ? Le challenge est important. En effet. En plus, à cela, on ajoute tout ce qui est les systèmes de délocalisation qu'on connaît bien. Et par exemple, pour le secteur textile, c'est très compliqué de venir implanter une fibre qui soit locale, qui soit transformée ici et qui soit du début jusqu'à la fin. Donc, ça représente énormément d'étapes et dont, en fait, au final, on arrive à un coût de produit qui soit très, très, très élevé. Ça, c'est vraiment un enjeu. Mais de l'autre côté, il faut aussi voir dans quel secteur on va l'implémenter. Si c'est dans le secteur, par exemple, du prêt-à-porter, c'est imaginer des pièces qui soient assez intemporelles et qui vont vraiment durer dans le temps. Parce que le but, c'est d'exploiter cette ressource parce qu'elle a une très longue durée dans le temps. C'est aussi d'imaginer de sensibiliser le consommateur. C'est aussi toutes les thématiques et toutes les choses auxquelles on est confronté aujourd'hui dans le monde de l'industrie textile et dans la production industrielle à grande échelle. Alors, on nous demande si c'est du fil de chanvre qu'on voit derrière toi. Oui, oui, c'est du fil de chanvre. Je vais faire un petit plan. C'est du fil de chanvre qui, normalement, viendrait de Roumanie. Le seul problème qu'on a, c'est que je n'ai pas de certification de cette réalité parce que il y a toute une problématique qu'on a actuellement aujourd'hui avec les filatures. Pour filer le chanvre, il faut un certain type de filature. Et ces filatures, on n'en trouve plus dans notre partie d'Europe de l'Ouest. Donc, il en existe encore en Europe de l'Est, a priori. Sauf que derrière, on ne sait pas quelles sont les conditions de travail. On n'a pas de transparence par rapport aux usines. Et c'est vraiment un combat. Et moi, c'est aussi à travers ce mémoire que j'ai essayé de communiquer autour de ça. Le combat à la transparence par rapport aux différentes transformations de la matière et pour aussi valoriser les acteurs qui sont derrière chaque étape de réalisation de la matière et de les montrer et de leur faire honneur et en même temps je me suis un peu perdue dans ma phrase, mais de valoriser au maximum. Et voilà. Et une dernière petite question, Noémie, on nous demande si tu as personnellement envie de continuer de travailler la fibre de chanvre afin de, pourquoi pas, devenir une experte dans ce domaine. J'aimerais. En vérité, je continue un petit peu de travailler avec. Et je suis super heureuse de travailler avec cette matière et surtout de rencontrer toutes les personnes qui sont autour, qui continuent d'avancer et de travailler avec ou alors de vouloir l'exploiter ou de vouloir l'implémenter dans différents projets. Et j'appelle toutes les personnes qui se sentent concernées ou qui ont envie de travailler avec le chanvre à venir peut-être me contacter pour qu'on puisse créer une forme d'échange et de partage et de communauté. Et j'espère que ça va continuer. Moi, personnellement, je vais continuer de travailler avec le chanvre parce que je pense que c'est une ressource qui vaut le coup et qui va s'imposer petit à petit sur le marché, ou du moins j'espère. Merci Noémie, ton enthousiasme est communicatif. En tout cas, merci beaucoup et bravo, merci à vous pour toutes vos questions. On va passer à présent au troisième et dernier travail présenté ce matin, c'est celui de Marie-Lise. Alors Marie-Lise, on n'a pas eu l'occasion d'échanger juste avant, donc si j'écorche ton nom, n'hésite pas à me reprendre. Pas de souci. Marie-Lise Tran-Tetri, on dit comme ça ? C'est très bien. Voilà, alors Marie-Lise, tu as présenté un mémoire de master en design industriel à l'École nationale supérieure des arts visuels, l'ENSAF de la Cambre, c'était en septembre 2020, et son titre c'est « Quel avenir pour l'emballage Grown Plast, une recherche autour de la cellulose bactérienne ». Ton promoteur est Giampiero Piticci, il dirige le master en design industriel à l'ENSAF la Cambre. Bien Marie-Lise, on t'écoute, c'est à toi. Alors je vais juste vous partager
mon écran. Voilà. Vous voyez bien là? OK, On c'est voit très parti. bien. Donc voilà, moi c'est Marie-Lise et aujourd'hui je viens vous partager donc ma recherche autour d'une alternative au plastique dans l'emballage. Donc en fait le plastique, c'est chaque année 4 milliards de tonnes produites, 400 millions de tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère et 40% de ce plastique est utilisé pour fabriquer de l'emballage. En fait, les emballages jetables, ils posent d'abord problème parce que leur durée d'utilisation est très courte par rapport à un impact très long dans le temps et un impact sur l'environnement. Ils polluent à différents niveaux, donc au moment de sa fabrication, au moment de son transport et de transport de matières premières, et aussi en fin de vie, certains emballages se retrouvent dans la nature, dans les écosystèmes naturels et sous forme de microplastiques également. Et donc, en fait, seulement 9% des emballages sont recyclés dans le monde. Moi, je me suis posé la question face à cette problématique globale de la Belgique. Comment on pourrait fabriquer localement des emballages plus écologiques sur base des ressources disponibles ici? Je me suis tout d'abord intéressée en fait à un type de bactérie qui est capable de produire de la matière. Et donc, cette matière, on appelle ça la cellulose bactérienne. Comme vous pouvez le voir, c'est un film de matière qui pousse à la surface d'un liquide riche en sucre, comme dans la vidéo. Et donc, ce biopolymère présente des propriétés très intéressantes pour l'emballage. Malheureusement, les recettes actuelles sont coûteuses et sont basées sur des produits qui ne sont pas locaux. Donc moi, je me suis posé la question de comment en fabriquer de manière écologique et à moindre coût avec des déchets de l'agroalimentaire. Et donc, pendant des mois, j'ai cherché différents déchets riches en sucre avant d'en conclure qu'en fait, les eaux usées de brasserie étaient vraiment avantageuses pour produire de la cellulose bactérienne. Et donc, en fait, la brasserie en Belgique, c'est un secteur qui est très présent. 2,5 milliards de litres de bière produits chaque année. C'est énorme et donc aussi beaucoup d'eau usée de brasserie. Donc, SCOBY, en fait, c'est un matériau fabriqué à partir de micro-organismes, à partir de déchets de brasserie. C'est un matériau transparent, souple, résistant, thermoformable, mais surtout, c'est un matériau qui se décompose très rapidement dans un compost à la maison. Donc le projet, en fait, c'est l'idée de construire une nouvelle filière de l'emballage sur un modèle de production plus durable en intégrant des participants locaux et des entreprises locales. Et donc à terme, le projet pourrait contribuer à l'économie locale de la Belgique, créer de nouveaux emplois, mais aussi réduire les déchets engendrés par la région et enfin aider les brasseries dans leur transition écologique vers moins de gaspillage d'eau. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Merci à vous. Marie-Lise, pour cette présentation. On se retrouve dans quelques minutes. N'hésitez pas à déjà poser vos questions que je me ferai un plaisir de relayer dans un instant. Alors, ton promoteur, Giamper Opitichi, n'a pas pu être des nôtres ce matin. En revanche, il nous a laissé un petit message que je vais me faire un plaisir de vous lire. Le voici. La force et la beauté du projet de Marie-Lise tient tout à la fois dans sa précision et la grande humilité de son approche. Contrairement à de nombreux projets qui font florès sur les blogs et les comptes Instagram, la bactérie n'est pas ici métabolisée pour simuler des matières nobles, mais bien pour trouver une solution durable aux parents pauvres de nos objets et de nos denrées, leur emballage. En récupérant l'eau des brassins, elle fait l'économie d'une quantité non négligeable de ressources essentielles à la production de ces bactéries. L'eau usée devient le matériau même, créant un raccourci inédit. Avec SCOBY, elle ne développe pas seulement une matière, mais un véritable écosystème qui, à une plus large échelle, devrait confirmer toute sa pertinence. Avec le temps qui lui fut imparti et les moyens qui étaient les siens, elle est déjà parvenue à résoudre une série de problèmes qui, pour d'autres, auraient semblé rédhibitoires: malléabilité, résistance, odeur, impression, étiquetage.
Avec le soutien scientifique nécessaire et un peu de volonté industrielle, nous avons la conviction que SCOBY pourrait devenir une réalité certaine et extrêmement enthousiasmante au regard de la recherche contemporaine d'alternatives au plastique jetable. Voilà pour ce… Quel beau message. Voilà, exactement. Merci à lui. Marie Pogg, je reviens à vous, présidente de ce jury en design soutenable. Qu'est-ce que le jury a souhaité souligner par rapport au travail de Marie-Lise? Eh bien, d'abord, l'enjeu des emballages plastiques est vraiment important. Marie-Lise nous l'a rappelé, c'est 4 milliards de tonnes de plastique que l'industrie produit chaque année, donc 45% rien que pour les emballages. Alors, Marie-Lise a commencé son mémoire par dresser un inventaire de ce qui existait déjà comme alternative aux emballages plastiques, un inventaire critique en analysant les avantages et les inconvénients de chaque produit déjà sur le marché. Et puis, elle y est allée de sa propre expérimentation, en faisant attention donc d'essayer de trouver une ressource locale. Donc son Grown Plast, elle a fini par le mettre au point, donc ce polymère qui est fabriqué par des micro-organismes à partir de ces déchets des eaux usées des brasseries. Évidemment, il reste encore un long chemin à parcourir avant que le Grown Plast trouve effectivement sa place, mais le jury y croit et salue ce produit qui est donc à la fois biosourcé et biodégradable. Merci, merci beaucoup Marie Pogg pour toutes vos interventions d'ailleurs ce matin. Marie-Lise, on en vient aux questions à présent. On nous demande que deviennent les bactéries en fin de vie et quels sont ces rejets? Alors, les rejets, par contre, j'ai juste pas compris dans la question. Donc, si cette personne pourrait préciser, je pourrais répondre encore mieux. Par contre, pour répondre à ce que deviennent les bactéries, en fait, j'utilise une bactérie qui se trouve un peu partout, dans l'air, dans les fruits qu'on mange. Donc, c'est vraiment, faut se dire que c'est son habitat qui se trouve un peu partout. Ici, c'est l'idée de les concentrer à un endroit en utilisant donc du sucre. Et donc, en fait, les bactéries vont vivre un certain temps. Donc, moi, j'entretiens mes cultures, hein. Donc, c'est comme une espèce de ferme à bactéries. Donc, en fait, finalement, elles prolifèrent. Il y en a certainement certaines qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Donc, voilà, c'est vraiment tout un monde. Je ne saurais pas dire exactement à quel moment est-ce qu'elles disparaissent du procédé. Mais voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors, pour les rejets, justement, on parle d'émissions de gaz, par exemple. Ah, ok. Alors, en fait, donc on est dans un processus de fermentation. Donc, évidemment, quand il y a quelque chose qui fermente, il y a une consommation ici, dans ce cas-ci, d'oxygène et un petit rejet de CO2, comme en fait dans tous les échanges d'énergie dans la nature. Donc, il y a toujours une part de prise et de rejet, mais elles sont vraiment minimes ici. On est dans une production presque zéro carbone. Donc, voilà. Alors, on nous demande où en est ton projet actuellement, parce que dans un monde idéal, on aurait envie de n'utiliser que SCOBY en Belgique. Donc, actuellement, je suis au Green Lab et je suis en train de développer un projet d'entreprise en fait autour de ce matériau. Donc, vraiment en confrontant ce matériau donc aux besoins du marché, au prix du marché. Donc, c'est un travail qui est très compliqué parce qu'en fait, vu que c'est de l'innovation, c'est très ambitieux. À ce stade-ci d'être en compétition, par exemple, par rapport à des prix de papier ou de plastique. Mais je garde espoir parce que l'équipe s'agrandit, les compétences aussi. Donc, je vais être rejointe par un bio-ingénieur et donc aussi des compétences plus de business. Et voilà, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle phase du projet qui commence maintenant. Voilà, de le confronter au monde réel, quoi, à la réalité. Oui, c'est ça. Alors, on nous demande pour quelles applications exactement pourrait servir ce biopolymère. C'est pour l'emballage alimentaire ou autre? En fait, c'est ce qu'on espère. Donc, il y a des tests en cours pour vraiment tester le contact alimentaire, parce qu'il y a des contraintes très précises sur ce marché-là. Mais on espère vraiment pouvoir apporter une réponse aux emballages alimentaires, parce que c'est une source inconsommable de déchets pour la vente emportée, pour la vente en supermarché. Et donc, on est vraiment en train d'identifier une niche dans laquelle on pourrait vraiment proposer ce matériau pour commencer le testing.
Mhm. Alors, avec tes compétences de designer, quels seraient les produits envisageables avec cette ressource? Bon, là, on vient un peu en parler. Et de quelle manière comptes-tu poursuivre le développement de ce matériau biosourcé lorsqu'on sait, par exemple, que l'INRA, l'Institut de recherche français, collabore avec une douzaine de chercheurs pour un projet qui concerne le conditionnement alimentaire biodégradable? Ok, je vais relire la question parce elle est assez dense. Comment comptes-tu poursuivre le développement de ce matériau? Alors, pour l'instant, je travaille avec un petit laboratoire indépendant, donc ici à Bruxelles. Et donc, moi, je fais mes propres recherches avec l'aide de personnes plutôt en microbiologie. Donc, à ce stade-ci, on a vraiment envie de rester indépendant au niveau de la recherche et pas se rattacher à un institut plus gros. Mais pourquoi pas par la suite. Donc, on est vraiment en réflexion sur comment financer la suite et la fin des recherches. Il y a déjà un brevet qui a été déposé en septembre dernier. Et donc, voilà, sur base de ce brevet, il y aura encore sûrement des améliorations. Mhm. Alors, combien de temps est-il nécessaire et quelle énergie pour décomposer un gobelet en plastique, par exemple? Un Si- gobelet en plastique pétrochimique ou en Oui, plastique? il faudrait peut-être préciser aussi dans la question, hein. On va peut-être y revenir. Alors, on nous demande si seuls l'effluent liquide de brasserie est nécessaire pour que les bactéries se développent. Comment est récupéré le biopolymère? OK. Alors, oui, de manière générale, il n'y a que les effluents de brasserie qui sont utilisés. Après, je ne vais pas dévoiler l'entièreté du brevet parce qu'il y a quand même une secret sauce derrière, une manière de faire, un procédé qui est breveté. Mais en tout cas, pour répondre à la deuxième partie de la question, donc le polymère, en fait, c'est vraiment une feuille qui va pousser à la surface du liquide, comme on l'a vu. Et donc, on vient vraiment cueillir cette feuille et ensuite, on la fait sécher, on la met en forme, etc. Donc, c'est très simple. Mhm. Alors, petite précision par rapport à cette question, hein, de la décomposition Ah oui, d'un voilà. gobelet en plastique. C'était surtout pour avoir une idée de temps, alors si ce soit en PET ou autre. Hem, le plastique pétrochimique, en fait, basé sur du pétrole, on va être souvent autour de 400 ans pour se dégrader. Alors ça veut dire en fait, s'il se morcelle, il va quand même être présent dans l'environnement sous forme de microplastique et ça, c'est vraiment aussi un nouveau fléau qu'on voit même avec certains bioplastiques malheureusement. Donc voilà, c'est une vraie problématique et les temps de décomposition sont très, très longs. Mhm. Et allez, une petite dernière. Que font les brasseurs de ces bactéries actuellement? Alors, les bactéries, en fait, c'est une source que moi, je viens rajouter, ou c'est ma propre source bactérienne. Les brasseurs, eux, utilisent certains autres types de bactéries, des fois, ou surtout des levures, donc pour fermenter. Mais ici, ce ne sont pas, je ne récupère pas le déchet et ça pousse de lui-même. Donc, je dois vraiment intervenir avec ce déchet-là. Mhm. Bon, ben parfait. Merci beaucoup, Marie-Lise, Merci à et vous. longue vie à ton projet, hein. Merci. Très longue vie, merci et bravo à vous 3 pour vos présentations, ce matin et votre implication. Merci aux promoteurs, promotrices de mémoire, à la présidente du jury, merci à vous tous qui nous avez, suivis. Je remercie encore Wallonie Design qui est partenaire de ces Terra Awards en design soutenable, ainsi que la formidable équipe de la Fondation pour les générations futures. Ce webinaire et tous les autres peut être revu et partagé depuis le site de la Fondation fgf.be/ERA. C'est la fin de nos webinaires 2021, mais j'ai le plaisir de vous donner encore un ultime rendez-vous pour cette année. C'est une grande cérémonie haute en couleurs qu'on vous a préparée, qui sera diffusée demain, jeudi 29 avril à 20h, diffusée en première sur la chaîne YouTube de l'UC Louvain. Voilà, bravo, merci à tous et bonne suite à vos projets. On a hâte d'en savoir plus à l'avenir. Merci beaucoup, belle journée.